Merci beaucoup. Monsieur le parrain, Excellences, Mesdames et Messieurs, Monsieur le ministre, Monsieur le Premier ministre, je suis content que Sidi Lamine Niasse ait pensé à moi pour parler un peu du contenu de son livre. Peut-être en partie parce que c'est un vécu partagé. Son leadership, bien entendu. Leadership pas toujours très clair pour ceux qui ne sont pas dans la tête de Sidi. Or, il se passe des choses compliquées dans la tête de Sidi. Une vision claire de là où il veut aller. Et il y va à grandes enjambées, avec une assurance telle que vous qui l'accompagnez, vous avez souvent envie de freiner ou de ralentir un peu, histoire de voir plus clair. Mais Sidi ne vous laisse pas ralentir et ne vous donne pas toujours le temps de voir plus clair. Il y a des moments où, effectivement, on peut remettre en cause, mais il va où? Il s'arrête. Il ne s'arrête jamais. Et son livre, d'ailleurs, de ce point de vue, est une sorte de pirouette réussie. Voilà un livre qui finit par retour à la case départ. Donc, c'est un livre des recommencements. Il ne regrette rien. Celui qui sait ce qu'il a fait de bien ne regrette absolument rien. Et s'il fallait le faire encore 2 fois, 1000 fois, comme disait le philosophe, une infinité de fois, il le referait parce que, avec le temps, on se rend compte que c'était des choix parfois suicidaires. Quand Sidi a essayé de faire son montage financier pour le lancement de la radio, dont j'ai eu l'honneur d'être le premier directeur, je lui avais dit, Sidi, si ça ne marche pas, tu vas retourner à Léona Niassène là-bas, emprunter une chambre pour te loger toi et ta famille. Il avait absolument tout mis sur la balance avec ce que moi que je considère encore comme de l'imprudence, mais c'est cette sorte de certitude têtue qui a fait et qui fait peut-être que on peut lancer et relever de grands défis. À un moment, on ne tremble plus, on ne regarde pas en arrière, on est tout entier projeté en avant. Et ce livre de Sidi Lamine Niasse et ce parcours parfois chaotique, avec des choix parfois discutables, avec une pluralité de personnalités logées dans Sidi, qui font que parfois je me demande, Sidi est quoi? Il est journaliste? Oui, parce que l'un des textes qui m'ont le plus séduit, intéressé, signé Sidi Lamine Niasse, c'est du temps où il écrivait des éditos dans Walfadjri. C'était dans les années 80-90. Et c'est un édito plein d'humilité et de clairvoyance. J'ai lancé ce journal, c'était pour soutenir l'islam, mais chemin faisant, j'ai rencontré l'information. Moi, c'est l'une des choses qui ont fait que je suis resté 12 ans sous un nom d'emprunt à signer des chroniques de Abdou Sow. Et de ce point de vue, je voudrais aussi le remercier parce que j'ai trouvé des confrères de talent, de grande honnêteté, Abdourahmane Kamara, Tidiane Kassé, Mademba. Et je me demande pourquoi Sidi m'a distribué la corvée de devoir parler de son livre. Il se présente dans le livre comme un étranger parmi les siens. Et je crois que cette perception qu'il a de lui-même ne réduit pas sa force. Au contraire, de devoir à chaque moment réaffirmer une identité complexe fait que parfois, en lisant le livre, je me dis, Cheikh Hamidou Kane et Sidi Lamine Niasse se sont parlé quelque part. Il est exactement comme le chevalier de l'aventure ambiguë, qui ne sait plus s'il est l'Occident, qui ne sait plus s'il est le pays des Dialobés. Il est les deux à la fois et il ne distingue plus entre l'Orient de son inspiration intellectuelle et morale et le Sénégal de ses origines culturelles. Et cela est également
dans le livre, tu participes à nouer cette énigme. Parce qu'au fond, moi quand j'ai fini de lire le livre, j'ai dit au fond, Sidi est revenu sur ses pas, a parcouru les galeries de sa propre histoire, s'est renvoyé dans un schéma presque hegelien, quoi, de l'autocontemplation de soi quand on parcourt ce qu'on a fait, ce qu'on a vu. Et ce parcours ne vous épuise pas, il vous enrichit. De la perception de vous-même, à la perception de vous-même, vous ajoutez cette sorte de plus-value qui est la conscience de ce que vous avez fait. Et c'est cela également que je voulais souligner. Il se pose la question d'entrée de jeu du que faire. Le Sénégal est un pays qui a vu naître, n'est-ce pas Malik Ndiaye, qui a été animateur du cercle des lecteurs de Sokhouba. Que faire, c'est la question des commencements, la question des contenus, la question des orientations. C'est la question que Lénine se pose quand il se trouve devant un projet révolutionnaire et qu'il doit trouver un outil de gestion et d'organisation de cette révolution. C'est le que faire qui a donné naissance à ce parti qui continue d'inspirer en Afrique encore beaucoup de partis politiques, y compris au pays. Alors que faire? Quand vous n'êtes ni l'un ni l'autre, mais que vous avez conscience d'être exactement l'un et l'autre, alors il s'en va à la quête de la vérité. Et je suis content que pour trouver la vérité, il ait emprunté les chemins du journalisme. Parce qu'au fond, les règles de la morale professionnelle des journalistes commencent toujours par la vérité. Les codes de déontologie vous disent rechercher, dire et diffuser la vérité. Du droit du public à connaître la vérité, telle est la mission du journaliste. Et j'ai entendu Sidi une fois dire, au fond, nous musulmans, nous sommes nés un peu sous le signe de ce journalisme-là, puisque notre prophète s'appelle Nabi, et Nabi c'est le messager. Il a comme ça des astuces, des ruses, des raccourcis qui font que parler à Sidi Lamine, c'est souvent rester vigilant, parce qu'il a des raccourcis, presque de pensée, qui font que quand vous êtes avec lui, je vous en prie, restez vigilant, non pas pour suspecter le contenu ou l'orientation de son discours, mais pour bénéficier de cette sorte de richesse de pensée propre au Saloum Saloum, je crois. Alors, c'est ainsi que de Sidi, on prend... Moi, je l'avoue, j'ai appris quelques mots de Sidi, des mots de français, pour caractériser ce qu'il fait. Il parle de la voix des sans-voix. Ça se comprend bien en tant que projet. Mais comment, en tant que modalité, il dit il faut déconfisquer. C'est avec toi que la première fois j'ai entendu ce mot déconfisquer. Je l'utilise volontiers, sans droit d'auteur, parce que tu ne l'as sûrement pas forgé, mais tu l'as popularisé. Et c'est intéressant de dire nous sommes la voix des sans-voix et quelle est la modalité par laquelle c'est de donner la voix aux autres, mais c'est de déconfisquer la voix à ceux qui en ont fait un monopole. Et que Sidi était l'un des acteurs les plus intéressants du pluralisme de la presse participe aussi de cela. Je parle rarement de Sidi comme religieux, mes connaissances ne me permettent pas d'être à la hauteur avec lui pour ce genre de discussion. Mais je suis très à l'aise de Lamine comme d'un intellectuel. Et c'est peut-être l'un des intellectuels les plus emblématiques de ce pays, Boubacar Boris Diop, qui est un ami, qui est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'admiration et de respect, qui me dit, pendant qu'il lisait parfois les chroniques que j'écrivais, il me demande, tu n'as jamais de problème avec Sidi? Je dis, jusqu'ici, non. Non. Il me dit, tu sais, au fond, Sidi est le seul directeur qui soit en même temps un intellectuel.
il respecte la liberté des autres. Et pendant 12 ans, j'ai noirci du papier. Je sais que j'étais attiré quelques ennuis. Et il ne se plaint jamais. Au contraire, j'ai l'impression que, comme l'individu du philosophe, tout ce qui ne le tue pas le rend plus fort. Et comme il est encore vivant, les épreuves qu'il a traversées jusqu'ici l'ont sûrement plus renforcé qu'affaibli. Et ces épreuves qu'il a rencontrées, dont il rencontre dans son livre, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la société civile, et puis ce pouvoir d'attraction de Walfadjri pour des intellectuels qui devraient être aux antipodes des positionnements de Sidi Lamine. Mais Sidi, et son livre le montre bien, n'est pas figé à une place. Il est ici, il est là-bas, il est ailleurs, parce qu'il assume avec une égale rigueur ses fonctions de guide religieux, ses fonctions d'éditeur, ses fonctions d'intellectuel. Tout ça en un seul homme qui ne se repose jamais et qui ne laisse pas non plus les autres se reposer beaucoup de temps. Et il a une qualité que je n'ai pas de toute façon. Moi, je suis un homme de composition et de masla. Sidi, tout en restant ami, vous dit des vérités que d'autres hésiteraient, auraient du mal à sortir. Et encore dans son livre, tout ce qu'il rappelle, parfois, il décrit des gens dans des postures assez peu avantageuses, mais c'est des gens qu'il aime bien, des gens qu'il fréquente encore. Et dans 2 pages, dans un écart de 2 pages, il critique sévèrement des personnages auxquels il a rendu hommage 2 pages auparavant pour leur implication et leur rôle dans le développement de tel ou tel secteur, notamment de la presse. Alors, en lisant ce livre personnellement, puisque je connaissais une toute petite partie de l'histoire, je croyais beaucoup connaître Sidi Lamine, mais en lisant le livre, on se rend compte que c'est quelqu'un qui était capable d'aider le Sénégal et la Mauritanie à se réconcilier, de rétablir quasiment des relations suspendues entre le Sénégal et le au grand bénéfice du Sénégal. Et tout cela, le soir, quand je lui dis Sidi, aujourd'hui j'ai pas de voiture, il me dit je serai ton chauffeur, et il m'a emmené chez moi la nuit. Et il me dit si le gardien part, je resterai à sa place pour assurer la sécurité en attendant qu'il revienne. Donc voilà, il est ici, il est là-bas, il est partout. Et c'est sa force, cette capacité de rester humble tout en assumant des responsabilités au sommet, qui fait qu'on le voit dans des champs de bataille en Irak, on le rencontre dans un tournoi de football de directeur de publication, etc. Et tout cela fait que Sidi est l'auteur de ce livre qui démystifie beaucoup, qui rend l'homme à sa religion. Que la religion, que l'homme ne soit pas une erreur de sa religion parce qu'il a mal à la religion lui dit, il démythifie. Et l'histoire de Charifou, de ce point de vue, j'avoue que j'étais tombé dans le panneau comme beaucoup d'autres Sénégalais. L'histoire de Charifou, cet acharnement de Sidi à combattre ce qui, à première vue, n'était qu'une escroquerie ordinaire, hein, de quelqu'un qui se faisait passer pour ce qu'il n'était pas, pour l'individu qu'il n'était pas. Et au fond, ce qui semblait très simple devient un phénomène social total. Les plus hautes autorités de ce pays sont venues quasiment s'agenouiller au pied d'une fausse idole, ce qui montre la fragilité de notre société et la manière dont nous adhérons sans comprendre à des démarches qui vont nous tromper. Donc, je conclus. Djemil Sidi est un homme révolté, mais pas d'une révolte négative. Sa révolte qui le pousse à réparer, à changer, à essayer de redistribuer ce qui
devrait être plus largement partagée. Et c'est également une révolte qui, me semble-t-il, est fructueuse, parce que Walfadjri a été et demeure, je crois, l'un des outils de communication les plus efficients et peut-être aussi les plus transparents. J'en ai connu pas mal, j'en ai dirigé pas mal moi-même, mais l'expérience de Walf est, de ce point de vue, tout à fait unique. Et quand vous lisez ce livre, ce n'est pas un livre d'énoncé catégorique et définitif, c'est un livre qui négocie des virages, qui raconte des histoires, qui contextualise des décisions et en arrière-fond, en trame permanente de ce livre, il y a l'histoire du Sénégal, l'histoire récente, parce que c'est de rencontrer beaucoup de gens, de discuter avec tous ces gens-là. Donc, je n'ai rien dit du livre, je ne vais pas vous le raconter, sinon vous ne le lirez pas. Mais il me semble que c'est un livre qui vous tient par la main, vous fait faire un long détour et vous ramène au point de départ. Et le dernier chapitre, comme je vous l'ai dit, est intitulé « Retour à la case départ », mais retour ici, et je sais plus déterminé à faire avancer une histoire dont il est un des acteurs remarquables. Je vous remercie de votre attention.